Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après ce confinement qui a duré quelques semaines. Nous voilà de retour dans nos studios et on est très heureux de vous retrouver pour 01 Hebdo. Jérôme Colombin, ça me fait plaisir de te voir, comment vas-tu ? Salut François, très heureux également et très heureux de reprendre pour une nouvelle saison de 01 Hebdo, presque normale, vous allez le voir. Nous sommes là, mais attention, on respecte les distances de sécurité. Ah ça, obligatoirement. D'ailleurs, on va tellement respecter les distances de sécurité que la plupart de nos intervenants seront par visio, Jérôme. Exactement. Donc on va Alors, tester au sommaire, François, eh bien, on va s'intéresser à tout ce que la technologie peut faire contre le Covid, contre l'épidémie. Vous allez voir des robots, des caméras thermiques, des bracelets de distanciation. Il y en a pour tous les goûts. Et puis on évoquera l'iPhone 12, il devrait sortir en septembre, peut-être en octobre. On commence à avoir des rumeurs assez précises sur ce à quoi il ressemblera. On va en parler tout à l'heure. On va parler du cloud. Ah, le cloud, évidemment, il est au cœur de nos préoccupations en ce moment, puisqu'on fait tout à distance. On va essayer de mieux comprendre le cloud, notamment les problématiques de sécurité. Et puis, on reparlera d'Apple avec cette fois-ci l'iPhone SE2, vous savez, l'iPhone low cost. Pierre Fontaine l'a testé, il va nous dire ce qu'il en pense. Comme d'habitude, nous retrouverons en fin de 01 Hebdo Jordan Cossino pour sa chronique des insolites du web, notamment des insolites des sites de financement participatif. Voilà, c'est parti pour ce 01 Hebdo numéro 267. Merci d'être là comme chaque jeudi et bienvenue. Bon ben voilà Jérôme, on reprend un peu nos bonnes habitudes. Écoutez, voilà, ça y est. Je te sens un peu lointain quand même. On se déconfine. Et comme on le disait tout à l'heure, on est très heureux de vous retrouver dans notre environnement de studio. Petit à petit, ben voilà, la vie reprend et on essaie de reprendre les bonnes habitudes. Et rappelons quand même que pendant 2 mois, on était avec vous, mais par visio. On a fait on s'est bien amusé d'ailleurs. On espère que vous aussi, puisqu'effectivement, on a essayé de continuer à vous abreuver d'informations high-tech. On a eu beaucoup d'invités, beaucoup de participation également des spécialistes de 01net, des épisodes que vous pouvez revoir éventuellement sur 01 TV. Alors, écoutez, voilà, la vie reprend, on le disait. Donc, très bientôt 01 Drive, nouveau numéro. On va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. De quoi je me mail aussi va revenir sur l'antenne de 01 TV sur RMC. Petit à petit, d'autres émissions suivront. Alors, au menu de ce 01 Hebdo, on l'a dit, on va évoquer pas mal de sujets. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Jérôme, on va peut-être évoquer notre question 01net Orange. Comme chaque semaine, on renoue avec les bonnes habitudes. La question 01 Net Orange sur 01 Hebdo même, 01 Hebdo Orange sur Twitter, lié à l'actualité. On va parler des iPhones à la fois, l'iPhone SE qui est sorti, l'iPhone 12 qui serait dans la rampe de lancement. Et on vous pose une question un peu benette, un peu bateau, mais est-ce que vous seriez plutôt iPhone SE ou iPhone 12 ? Tiens, c'est étonnant les réponses, la première tendance là. Oui, c'est vrai. Majoritairement de l'iPhone 12, évidemment, ça peut se comprendre. Mais il y a peut-être des subtilités. L'iPhone SE ne manque pas de charme non plus. Et à quoi va ressembler cet iPhone 12 ? On va voir ça dans quelques instants avec Nicolas Lelouch. Mais pour débuter, Jérôme, c'est l'actu. Et l'actu, évidemment, c'est avec un petit jingle. L'actu, ce sont notamment toutes ces technologies, ce déballage de technologies d'innovation qui sont en train d'arriver pour essayer de limiter les dégâts face au coronavirus. Alors il y a plein de choses, même assez insolites, François. Et tout d'abord, des robots qui sont appelés en renfort pour nous inciter à rester assez éloignés les uns des autres, la fameuse distanciation sociale, même si ce terme n'est pas très beau. Regarde ce petit robot, on le connaît ce robot en fait. Mais oui, on le connaît, c'est un robot de Boston Dynamics. Et oui, c'est le robot Spot de Boston Dynamics. Alors il est jaune, parce que d'habitude, on l'avait vu, il était blanc la précédente fois, je crois bien. Oui, alors il y a plusieurs versions. C'est vrai qu'il est commercialisé depuis quelques temps. Et là, ça se passe à Singapour, où il est testé dans les parcs. Alors on voit que c'est plus l'attraction qu'autre chose pour l'instant. À quoi sert-il ? Eh bien, normalement, à évaluer la densité de personnes. Il vérifie qu'il n'y a pas trop de monde, pas d'attroupement, pas de gens qui se collent les uns aux autres. Et puis, il peut également diffuser des conseils de sécurité
publicité, attention, éloignez-vous, etc., etc. Ah oui, donc il a un petit haut-parleur. Il a un haut-parleur, tout à D'accord. fait. Mais alors, Exactement. c'est pas un robot vraiment à proprement parler, Jérôme, hein, parce que je crois que quelqu'un est en train de le télécommander là. Exactement, exactement. Là, il est en mode non autonome, en mode télécommandé. Donc, il y a un opérateur à l'autre bout qui le fait évoluer, qui le fait marcher, et qui voit en temps réel ce qui se passe dans le parc. Mais alors, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous paraît très insolite, mais c'est peut-être des choses qu'on verra arriver. Et il va falloir sans doute s'habituer à des robots de toute forme, des robots comme ça, des drones. Et on peut d'ores et déjà parier que eh bien, ça va très certainement provoquer des réactions de rejet chez certains. Ça en amusera d'autres. On verra bien. Bon, ça arrivera chez nous, quoi. On ne sait pas combien ça coûte en revanche. Hein. On n'a pas le tarif de ce type de Oui, robot. parce que je crois que c'est un peu à la tête du client, mais c'est entre 20 et 40 000 $, un truc comme ça. Ah, quand même, ouais. Ah bah oui, oui. Alors, autre outil, justement, qui peut être intéressant durant cette période d'épidémie, c'est le fait de détecter à distance, en fait, les gens qui ont éventuellement de la température. Et il y a une piste qui fonctionne bien, hein, qui est efficace, ce sont les caméras thermiques. Voilà, tout à fait, parce que de plus en plus, eh bien, c'est vrai que dans les aéroports ou même à l'entrée des entreprises, il y a des personnes avec un petit thermomètre qui prennent la température de chacun. Hein. C'est ce qui se passe ici, d'ailleurs, on peut le dire, pour entrer dans les studios de 01 TV. Mais quand on est face à des foules dans des lieux publics, évidemment, il faut pouvoir aller plus vite. Et alors, il y a plusieurs modèles de caméras thermiques. Alors, il y en a une qui a été mise au point par l'opérateur de téléphonie britannique Vodafone. Et c'est une caméra pour les entreprises. Vous voyez, on met ça à l'intérieur d'une société et dans la porte d'entrée. Et alors, l'intérêt, c'est que ça peut aller très très vite. Les gens n'ont pas besoin de s'arrêter, de marquer une pause, donc ça évite les embouteillages, puisqu'il peut analyser 8 employés en même temps et jusqu'à une centaine d'employés à la minute. Donc voilà, ça c'est l'un des intérêts. Il y a d'autres types de caméras aussi. On peut imaginer que même dans les transports en commun, enfin où il y a des foules, ça peut faire gagner du temps. Oui, absolument. C'est ce qui est utilisé depuis un certain temps en Chine, dans les aéroports notamment, et même avant le Covid. C'était du temps du SRAS, il y avait déjà des choses comme ça qui avaient été mises en place. Mais c'est une vraie technologie qui s'améliore de mois en mois. Des lunettes ? Oui, des lunettes. Alors ça, c'est la technologie encore plus futuriste, encore plus Robocop. Ce sont des lunettes de réalité augmentée. Oui, exactement. Où là, si tu veux, eh bien, c'est pour les policiers notamment. Ils vont voir s'afficher dans leur champ de vision des informations sur la température des gens, immédiatement. Et ils peuvent voir si une personne a de la température. D'accord. Voilà. Donc c'est une start-up chinoise qui a mis ça au point, qui s'appelle Rockid. C'est étonnant parce qu'il y a encore quelques mois, on n'imaginait même pas devoir en fait contrôler la température des passants, des individus. Ah ouais. Là maintenant, on se retrouve avec cette nouvelle problématique et donc la technologie s'adapte pour essayer le plus rapidement possible et en masse aussi de détecter les personnes qui éventuellement auraient de la température. Et puis rappelons que c'est pas parce qu'on a de la température qu'on a le Covid aussi. Hein. On peut avoir d'autres problèmes de santé. Et puis on peut avoir le Covid sans avoir de la température. En plus, donc, voilà. Donc ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Hein. Ce n'est pas du tout une solution miracle. On l'a bien compris. Alors, autre chose, c'est toujours une caméra thermique, mais cette fois-ci qui est fixée à un casque. Voilà, donc c'est pareil pour, par exemple, les policiers, etc. C'est aussi une invention chinoise et c'est utilisé aux Émirats Arabes Unis. Caméra thermique fixée au casque. Alors on voit c'est presque Robocop. Hein. Et là, pareil, il peut analyser 200 personnes à la minute avec une vision jusqu'à 5 mètres de distance. C'est-à-dire que la personne là voit, donc il suffit qu'elle soit statique et qu'elle regarde la foule pour savoir s'il y a des personnes qui ont de la température. Exactement. Voilà, on voit sur la gauche la vision de la caméra. Voilà, ça fait partie des outils qui sont mis en place. Comme tu le disais, ce n'est plus de la science-fiction. Non, c'est clair. Alors, autre outil, justement, qui va permettre peut-être d'enrayer cette épidémie, c'est cette fameuse distanciation sociale qu'on évoque régulièrement. Et pourquoi pas avoir un objet connecté sur soi ? Voilà, et ça, je pense qu'on n'en est qu'au début, mais ça va commencer à arriver parce qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent, notamment des entreprises françaises. Vous
Vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'application Stop Covid qui devrait arriver début juin pour les smartphones, mais pour les gens qui n'ont pas de smartphone, qui ne voudront pas utiliser cette application ou pour, par exemple, à l'intérieur d'une entreprise, dans un lieu particulier, ça peut être utile de distribuer une petite balise à chacun, une sorte de bracelet électronique et qui a un effet tout simple, c'est-à-dire qu'il se met à sonner, à vibrer, à s'allumer quand on s'approche trop près d'une autre personne. Alors là, c'est sur le port d'Anvers en Belgique et c'est une start-up belge qui a mis ça au point. Il y a également, il y en a d'autres, il y en a une au Canada c'est tout simple. Évidemment, il faut que tout le monde porte ce device pour que ça puisse fonctionner. À noter que Invoxia, tu sais, cette société française, qui appartient à Eric Carrel, qui est l'un des fondateurs de WeThings, vient d'annoncer aussi ce type d'objet. Alors c'est plus un petit porte-clés en fait, que vous pouvez accrocher par exemple, je sais pas moi, à votre jean ou à votre sac. Et là encore, dès que vous vous rapprochez de quelqu'un qui a dans votre entreprise le même bracelet, eh bien ça vibre et toutes ces données remontent évidemment dans un cloud pour après analyser en fait le flux des personnes tout en étant anonymisé. C'est ce que en tout cas promet cette société Invoxia. Toujours les mêmes problèmes de protection de la vie privée, bien sûr. Alors Jérôme, le dernier acte en fait de toute cette batterie d'objets technologiques pour essayer d'enrayer l'épidémie, c'est le fait de surveiller si oui ou non on porte un masque. Oui, et ça y est, ça existe, ça se fait notamment en France, à Cannes, dans certaines rues, et puis à Paris, dans certaines stations de métro. C'est en train d'être mis en place. Alors en fait, c'est des caméras, comme il existe des caméras de surveillance un peu partout, dans les lieux publics, et qui est capable de détecter qui porte un masque, qui ne le porte pas. Alors attention, il ne faut pas se méprendre, il n'y a pas de reconnaissance faciale, donc on ne sait pas on ne peut pas identifier la personne, et puis il ne s'agit pas ensuite d'attraper les gens individuellement pour les gronder. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire des statistiques, de savoir si le port du masque est respecté, si à tel endroit, par exemple, il y a une grande quantité de personnes qui n'en porteraient pas, etc. C'est vraiment pour avoir une vision un peu de comment les consignes de protection sont adoptées à différents endroits. Parfait, voilà. C'est une start-up française qui fait ça. En plus. Dactalab. C'est bien, on est plutôt pas mauvais dans tous ces objets. L'actu se poursuit avec toute autre chose maintenant. On va évoquer les dernières rumeurs concernant, Jérôme, l'iPhone 12. Et pour en parler, dans l'actu, premier FaceTime de 01 Hebdo, on appelle tout de suite Nicolas Lelouch. Alors vous connaissez Nicolas, bien sûr, journaliste à 01 spécialisé dans les smartphones. On va le retrouver, voilà, on a lancé la connexion et dans quelques instants, en théorie, on devrait avoir Nicolas qui est là. Bonjour Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Ça va, vous allez bien ? Mais ça va très bien, on est très heureux de te retrouver via FaceTime. Alors tu sais quoi, on est presque en mode normal. Nous on est en studio, toi tu es encore chez toi, tout se passe bien, ça va ? Ouais. Tout se passe bien, oui. Bientôt le retour au studio, j'espère. Mais pour l'instant, je reste encore un petit peu prudent. Mais d'ici quelques semaines, espérons que ça sera bon. Au début, je pensais que tu avais un masque, mais non, c'est ta barbe. C'est ma barbe, c'est ma barbe. Oui, vous savez, comme je vous ai dit, j'expérimente encore pas mal de choses capillairement pendant ce confinement et ce déconfinement. Donc, ça sert à ça au moins, c'est pour ça. C'est ça, ouais. Alors Nicolas, cet iPhone 12 qui évidemment n'est pas encore du tout officiel, on ne sait même pas quand est-ce qu'il sera annoncé, mais comme d'habitude, il y a énormément de fuites et on a déjà quasiment une idée de ce à quoi il devrait ressembler. Oui, ça fait déjà pas mal de mois qu'on entend à travers les avis d'analyse comme Nick Shikio, qu'on sait qui est très fiable, qui a généralement des infos qui viennent directement des usines, donc c'est des mois en avance ce qui va se passer, qu'on va avoir 4 iPhone 12 cette année. On parle de 3 tailles, c'est-à-dire qu'il y aurait un iPhone 12 en 2 tailles, 5,4 et 6,1 pouces, et il y aurait un iPhone 12 Pro en 2 tailles, 6,1 encore et 6,7 pouces. Donc l'idée, c'est qu'Apple reviendrait sur les petits smartphones, ça serait plus compact, et d'un autre côté, battrait un record, parce que le 12 Pro Max serait son smartphone le plus grand jamais sorti. Mais là, toutes les petites nouveautés, c'est qu'on a un nouveau leaker, donc quelqu'un qui fait fuiter les informations sur Internet depuis quelques semaines. Et il est assez fort parce que pour l'instant, il a 100% de réussite. Il s'appelle Jon Prosser. Il est youtubeur, il se revendique analyste et il tweet énormément. Et Jon Prosser, c'est lui qui a donné la date de sortie de l'iPhone SE un mois avant tout le monde. C'est lui qui a dit qu'il allait avoir un nouveau MacBook Pro de 13 pouces le jour même où ça s'est passé alors que personne d'autre n'avait eu l'information. Et depuis là, il annonce plein de choses, un nouvel iMac, des AirPods. Et il a eu a priori des informations sur les iPhone 12. Et c'est assez étonnant parce que c'est la première fois qu'on en a assez tôt. Il a les prix avant la sortie, alors que ça devrait être en septembre.
Donc de là à dire que ça va être vrai, on n'en sait rien. Il faut reconnaître que niveau précision, il fait assez fort. Moi, je trouve fascinant qu'il y ait des gens qui arrivent à avoir des informations comme ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être le petit cousin de Tim Cook ou quelqu'un qui... Oui, C'est ce que certains pensent. Non, mais c'est dingue, en fait. C'est parce que c'est vraiment des informations qui, en plus, s'avèrent pour la plupart exactes. Hein. Alors, la grosse nouveauté aussi de cet iPhone 12, c'est que ce serait le premier iPhone donc d'Apple 5G. Oui, pour les 4 modèles. On n'était pas sûr, les rumeurs sont assez contradictoires là-dessus. Beaucoup disent que la 5G sera réservée aux iPhone 12 Pro et que les iPhone 12 resteront 4G. C'est a priori pas le cas, en même temps c'est cohérent. Il y a des marchés où la 5G est devenue majoritaire, elle est partout, donc du coup c'est logique qu'Apple lance la 5G sur ces 4 produits. Maintenant, il pourrait y avoir des différences, notamment les iPhone 12 Pro pourraient être les seuls à supporter certains types de fréquences. Donc on verra ça d'ici septembre, il y aura certainement d'autres rumeurs. Mais oui, les 4 produits seraient 5G. Les 4 produits auraient le processeur A14 d'Apple, donc du coup, ça serait plus puissant. Les 4 seraient OLED aussi. C'est la première fois qu'Apple, du coup, aurait une gamme d'iPhone 100% OLED, puisque jusqu'à maintenant, il y a eu toujours l'iPhone 11 ou l'iPhone 10R qui était LCD et les modèles Pro ou 10S l'année dernière qui étaient OLED. Donc là, en fait, pourquoi Apple a réussi à faire ça? C'est parce qu'il y aurait un nouveau fabricant d'écran OLED. Il n'y aurait pas que Samsung, il y aurait aussi BOE. Et donc, du coup, les écrans haut de gamme des iPhone 12 Pro seraient ceux de Samsung, ceux qui auraient la meilleure luminosité, la meilleure fidélité des couleurs. Et les autres auraient des écrans OLED plus traditionnels, mais au moins tout le monde profiterait de l'OLED. Parmi les autres nouveautés aussi, on dit que ça sera la première fois qu'il y aura un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un iPhone, comme les Galaxy S20, comme le OnePlus Pro, comme le Oppo Find X2 Pro. Et maintenant, comme les iPad Pro d'ailleurs aussi. C'est ce que j'allais dire en effet, c'est qu'on ne peut pas non plus dire qu'Apple copie les autres, puisqu'Apple était en réalité le premier à apporter ça sur un produit grand public avec l'iPad Pro il y a à peu près 3 ans je crois, ou ça devait être en 2017. Donc du coup, disons que ils apporteraient enfin sur l'iPhone cette technologie qu'ils étaient les premiers à lancer sur une tablette. Donc ça risque aussi d'être très intéressant, surtout quand on voit comment Apple a bien optimisé iOS pour l'iPad. Ça pourrait être super cool sur un iPhone si ça fonctionne bien. Alors Nicolas, parmi les technologies, on parle aussi d'un LiDAR, comme sur le nouvel iPad Pro, même si on ne sait pas trop à quoi ça peut servir. Mais enfin, il serait là. Évidemment, j'imagine qu'au niveau photo, ce serait le top du top. Et puis en termes de design, visiblement, d'après ces images qui ne sont pas officielles, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'on revient un petit peu vers quelque chose qui ressemble un peu à l'iPhone SE, non ? Oui, on revient vers le design des iPhone 4, iPhone 5. En réalité, on s'approche surtout du design de l'iPad Pro, avec des bordures carrées qui sont assez agréables à regarder. Ça pourrait être très joli, ces produits. On aime beaucoup l'iPad Pro, c'est un des designs les plus réussis de ces dernières années en nouvelles technologies. En effet, il y aurait un LiDAR qui serait réservé aux iPhone 12 Pro. Ce qui a l'air d'être dit pour l'instant, c'est que les 2 iPhone 12 auraient 2 appareils photo. Donc on imagine que ça serait des évolutions très légères de ce qu'a l'iPhone 11 aujourd'hui. Tandis que les iPhone 12 Pro pourraient avoir le même triple module caméra que les iPhone 11 Pro. Il y aurait peut-être un capteur plus grand sur le capteur principal, mais c'est encore des rumeurs à ce niveau-là. Et en plus de ça, ils auraient un LiDAR comme sur l'iPad Pro. Tu dis avec un petit peu d'ironie, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. En effet, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Oui, ça peut servir à améliorer les effets de profondeur. Peut-être qu'Apple va débloquer des nouvelles fonctions de réalité augmentée avec iOS 14. Pour l'instant, c'est vrai que le LiDAR, c'est sympa, technologiquement, c'est impressionnant, mais on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Mais imaginons que sur l'iPhone, il y a des chances qu'Apple ait quelques idées que d'autres constructeurs n'ont pas encore eues. Oui, Apple qui rajoute une brique, sa réalité augmentée, qu'on évoque de mois en mois et d'année en année. On se rend compte, là, pour tous ceux qui ont un iPhone, que lorsqu'on porte notre masque, le Face ID est inopérant. Est-ce qu'on peut imaginer que ce nouvel iPhone 12 ait aussi un capteur d'empreinte digitale ? C'est pas sûr. En tout cas, des rumeurs disent depuis plusieurs mois qu'Apple va lancer un capteur d'empreinte sous l'écran. Ça sera à peu près la même technologie que Samsung. Ils ne miseraient pas sur l'optique que tous les constructeurs chinois ont décidé d'adopter, mais sur l'ultrasonique, c'est-à-dire que peu importe l'endroit où vous poserez votre empreinte sur l'écran, ça le détecterait. Donc du coup, il y aurait une surface d'affichage très large. Maintenant, de là à savoir si cette technologie sera prête pour septembre, on n'en est pas sûr du tout. Certains disent que ça sera bon pour l'iPhone 12 Pro. En tout cas, c'est pas du tout confirmé pour l'instant. On dit aussi que ça pourrait être pour un autre téléphone plutôt milieu de gamme dans le successeur de l'iPhone SE par exemple, qu'Apple travaillerait sur le capteur d'empreinte digitale. Donc là, c'est dur de s'avancer. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'encoche va être plus petite sur les iPhone 12 Pro, a priori parce qu'Apple, en fait, c'est simple, ils ne sont pas embêtés. Ils ont pris, j'ai un iPhone à côté de moi, ils ont pris la grille de haut-parleur qui est au milieu de l'encoche, ils l'ont mis en haut
de la bordure, et donc du coup ça permet de recentrer les capteurs entre eux, donc du coup c'est plus petit. Mais en conservant un Face ID assez similaire, bien que Jon Prosser dise qu'il sera amélioré, une nouvelle génération, donc plus rapide. Et peut-être, on fait la remarque avec les masques, qu'iOS 14 introduira peut-être une nouveauté pour justement nous reconnaître avec un masque pendant cette crise qui t'a limité. Mais ça, encore une fois, c'est qu'une théorie de ma part, hein, aucune rumeur là-dedans pour l'instant. C'est intéressant parce qu'on peut imaginer que cette actualité doit faire aussi changer les plans d'Apple, hein, parce que Ils doivent se poser la question. Ils doivent se poser la question, Ouais, est-ce que finalement, à terme, alors on ne le souhaite pas bien évidemment, mais si on se retrouve dans quelques mois ou quelques années encore avec une nouvelle épidémie, qu'on soit obligé de porter des masques, ça remet en cause un petit peu le fonctionnement de Face ID, et peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait trouver un autre système de déverrouillage biométrique, comme par exemple l'empreinte digitale qui marche bien. Donc c'est à suivre en tout cas, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, avec iOS 13.3 qui va sûrement être disponible dans quelques jours, ça c'est la mise à jour qui va apporter la fameuse API pour les applications de tracking, pas en France mais dans d'autres pays. Et cette mise à jour, elle fait beaucoup d'efforts justement pour le coronavirus. Notamment si vous avez un masque, l'iPhone le détecte, il n'essaye pas de lancer Face ID, mais vous demande votre code directement. Donc on sent que les développeurs d'Apple et les grandes marques sont obligés de s'adapter à cette situation sanitaire. Ouais. Nicolas, merci. Merci Nicolas. Merci beaucoup. On en saura plus évidemment à la rentrée pour donc ce nouvel iPhone 12. On va reparler de smartphone et on va reparler d'iPhone tout à l'heure dans la chronique smartphone. Enfin en tout cas avec Pierre Fontaine qui viendra nous débriefer le test de l'iPhone SE qui lui est bien sorti. Ça y est, il est disponible. Concret, il existe. Il existe et donc maintenant on a du grain à moudre, on a des choses à en dire. Un petit point sur notre question 01 Hebdo Orange, Jérôme, Oui. puisque justement on vous interroge cette semaine sur les iPhones. Êtes-vous plutôt iPhone SE ou iPhone 12 Voilà, sur Twitter, hashtag 01hebdo, hashtag orange. Eh bien, vous êtes majoritairement iPhone 12. Alors, c'est logique en termes de performance, évidemment, ce sera le top du top. Mais on sait que l'iPhone SE, comme le premier iPhone SE, a ses adeptes, a un vrai public, parce qu'évidemment, il est beaucoup moins cher, tout en étant aussi une petite bombe et une petite bombe atomique. Comment on dit ? J'ai cherché l'expression. Eh bien voilà. L'image. Très bien. Allez, on enchaîne maintenant et on va parler de cloud avec notre invité dans 01 Hebdo. Alors Jérôme, on avait évoqué le cloud il y a quelques temps de cela avec le patron d'OVH France, Michel Paulin, qui était notre invité lorsqu'on était confinés. Mais il y a énormément de choses à raconter sur le cloud et pour justement nous éclairer sur ces sujets, on est très heureux d'accueillir Agnieszka Bruyère. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de 01 TV. Vous êtes VP Cloud Cognitive IBM France. Donc autant vous dire que le cloud, c'est un peu votre métier, votre quotidien. Et on a pas mal de questions à vous poser sur ce sujet. À noter que d'ailleurs un reportage vous attend sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV sur le cloud. On vous explique un petit peu comment ça fonctionne, notamment en matière de sécurité. C'est ce qu'on va évoquer aussi dans un instant. Mais pour débuter, justement, est-ce qu'on peut dire que cette épidémie a été l'explosion, on va dire, des usages du cloud en France et dans le monde, Agnieszka ? Donc tout d'abord, effectivement, pour nous tous utilisateurs, consommateurs, bien sûr à la maison, on a adopté plus que jamais les solutions dans les clouds, des vidéoconférences, des partages de documents, même des signatures électroniques pour le monde des entreprises. Enfin, quelque chose qui se généralise, donc ça c'est un point positif. Donc clairement, une explosion d'utilisation des solutions de type collaboratif. Donc tout ce qui nous permet de communiquer au sein de l'entreprise et dans notre cercle familial ou des amis. Et puis pour les entreprises, effectivement, il y a un vrai sujet de résilience. Comment je veux assurer naturellement la résilience de mon business, mais aussi des systèmes d'information avec des préoccupations. Est-ce que je veux pouvoir intervenir dans mon data center si j'ai un problème, etc. Donc résilience, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça réagit quand il y a un problème, quand il y a une surcharge. Absolument. Etc. Ou si j'ai une panne matérielle dans mon data center, comment je fais si je ne peux pas avoir quelqu'un qui se déplace, vous voyez. Donc on a des sollicitations des entreprises qui nous disent « je voudrais développer dans les clouds mon plan de continuité d'activité ». Ça veut dire au cas où mes infrastructures classiques tombent, je veux pouvoir basculer dans les clouds. Mais Agnieszka, est-ce que ça veut dire que vous avez des appels aujourd'hui d'entreprises qui, auparavant, ne jugeaient pas le cloud important et qui maintenant veulent s'y mettre parce qu'après ce qui est arrivé, ils se disent je me suis retrouvé dans une situation compliquée, il va falloir que je m'y mette. Est-ce que ça va accélérer accélère, accélérer la transformation digitale des entreprises
à 100%. Donc en fait, ce n'est pas des nouvelles entreprises parce que les clouds, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez mentionné, ça fait plusieurs années que les clients se posent la question, même les individus, comment je peux utiliser les clouds. Donc par contre, l'accélération et dire certaines décisions, je dois les prendre rapidement parce que cette pandémie, c'est la première, vous avez mentionné tout à l'heure, on peut avoir une deuxième, etc. Donc on doit être prêt. Il y a un sujet économique aussi, parce qu'avec les clouds, on peut avoir la variabilité des coûts. Vous voyez? Donc, comme je vais une baisse d'activité importante, je peux bénéficier de ces avantages du cloud en Donc je ayant une baisse mes facturation. besoins en cloud et du coup, je baisse ma facture. Tout à fait. Pour les activités qui sont en baisse, comme on voit dans le contexte économique actuel. Ouais. Agnieszka, il y a aussi un sujet qui est important, c'est que vous, chez IBM, vous voulez mettre en garde les utilisateurs contre la sécurité. Enfin, le sujet de la sécurité est important sur le cloud, parce qu'en fait, il y a des clouds gratuits. Qu'on connaît, qu'on utilise, les Google, etc. Il y en a énormément. Et puis les clouds payants, toujours un peu compliqué de bien comprendre la différence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc effectivement, et vous allez voir dans les reportages, pour ceux qui vont les suivre, il y a toutes les plateformes de médias sociaux où on consomme tous des services gratuitement, in fine. Parce qu'on ne paye pas l'utilisation d'un Facebook. Parce que c'est nous le produit, c'est tout à fait ça. Donc voilà, toutes ces plateformes captent nos données, qu'on communique en toute conscience, toutes les informations qu'on partage, mais aussi des données de géolocalisation où c'est pas vraiment conscient. En toute conscience, parfois on ne sait pas. Exactement, exactement. Donc il y a bien deux catégories. Et donc ensuite, ces plateformes-là, vous savez bien, derrière, c'est des grosses infrastructures, des grosses organisations, il faut qu'elles vivent. Donc c'est des business models qui consistent à monétiser ces données-là. Comment elles le font? Essentiellement par la pub, ça veut dire la vente de la pub est très ciblée par rapport à vos comportements, vos goûts, etc. Par l'analyse des sentiments des consommateurs sur un produit, ou même utilise ces données pour l'entraînement des solutions d'intelligence artificielle. Par exemple, oui, on sait que Google utilise beaucoup toutes les photos qu'on peut publier sur Google Photos pour entraîner ses propres algorithmes d'intelligence artificielle. Et ça permet ensuite de sortir des produits qui seront commercialisés sur le marché. Dans un sens, on peut se dire que c'est de bonne guerre, puisqu'on bénéficie d'un service, donc finalement, voilà. Mais on peut aussi trouver ça totalement scandaleux. Voilà, donc la question est très simple, c'est comprendre la nature des données qui sont collectées et leur utilisation, et faire ça de façon avec le consentement, comme d'ailleurs la loi le prévoit, le consentement. Alors, de l'autre côté, il y a le cloud payant. Est-ce que vous conseillez le cloud payant? C'est mieux? Alors, pour les individus, il faut voir, parce que il y a quand même certains business models où les entreprises cherchent à se faire une marque, une réputation sur le marché, donc ils se positionnent sur le marché des particuliers sans chercher à exploiter de la donnée et en faire un business model. Donc c'est là où il faut un peu regarder c'est quoi la volonté de l'entreprise, comment elle communique, etc. Pour les entreprises, il est évident qu'on utilise exclusivement les solutions payantes. Mais vous, chez IBM, c'est que du cloud payant, en fait, pour les entreprises. Absolument. On a bien sûr des périodes d'essai, etc. Mais tout est conçu et c'est basé sur les solutions qui sont payantes, parce qu'on n'exploite pas les données de nos clients. Bien sûr, ils sont complètement leur propriété. Et surtout, voilà, on ne les utilise pas pour entraîner nos solutions d'intelligence artificielle qu'on pourrait utiliser. Mais alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que ce n'est pas un frein à l'innovation, ça? Parce que finalement, en utilisant les données du grand public pour entraîner l'intelligence artificielle ou pour faire d'autres choses, c'est aussi ce qui permet à ces entreprises d'innover en permanence. Vous, finalement, vous ne manquez pas de données pour vous-même innover? Non, parce que nous, on travaille énormément avec, bien sûr, on travaille avec le particulier, avec beaucoup d'universités. Et ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des communautés qui sont bien établies, qui sont consentantes, et qui savent les données qui nous mettent à disposition et la façon dont on entraîne nos solutions d'intelligence artificielle. Donc vous avez quand même du grain à moudre, on va dire. Absolument. Donc je pense que ce qui est important, il y a du bien et du mauvais partout. Je dirais ce qui est important, c'est que par rapport à un individu, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qu'on collecte et qu'est-ce qu'on en fait, et que ça se fasse en toute conscience. Voilà. Agnieszka, dernière question. C'est la portabilité des données du cloud. Ça, c'est un vrai problème. J'ai mes données sur un cloud X et pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de tout prendre et de mettre sur un cloud Y. On a l'impression que c'est un peu compliqué quand même, non? Oui, tout à fait, parce que des fois, on a des solutions très propriétaires qui font que sortir la donnée, peut-être c'est possible. Quand on est dans les griffes d'un cloud, voilà, et potentiellement c'est possible, mais ça va prendre un temps, et donc financièrement c'est compliqué aussi pour une entreprise. Donc
Donc il faut faire les choix des solutions. Donc nous, on a fait le choix chez IBM de baser notre cloud sur les open source, sans les modifier, qui sont devenus un peu le standard, pour s'assurer que cette portabilité est faisable techniquement et financièrement, parce que c'est facile à faire. Pourquoi ? Parce que in fine, c'est la même technologie open source qui utilisée par les autres cloud providers ou en interne chez les entreprises, qui est le socle technologique de notre cloud. En plus, il y a une obligation légale maintenant avec le RGPD de pouvoir garantir la portabilité. Oui, oui, tout à fait. Enfin, de pouvoir droit à l'oubli, etc. Entre la théorie et la pratique, voilà, c'est un peu compliqué. Et vous voyez, quand vous avez ces plateformes-là, des fois, si vous ne donnez pas les consentements sur l'utilisation des données, vous ne pouvez pas l'utiliser, le service. Ouais. donc, Merci beaucoup, Agnieszka Bruyère. Merci à vous, monsieur. Vous êtes la spécialiste du cloud et de la sécurité chez IBM France. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On va continuer, François. On va bientôt maintenant donner la parole à nos chroniqueurs de 01net.com qui vont nous rejoindre et même se succéder. Tout à l'heure, on aura Jordan pour les insolites du web. On aura également Aymeric pour parler PC. Mais avant cela, tiens, si on parlait smartphone. Et on parle smartphone juste après le petit jingle que voici. Pour parler smartphone, nous allons appeler immédiatement en visio notre ami Pierre Fontaine. Pierre, salut, es-tu là ? Salut Pierre. Bonjour. Bienvenue dans notre nouvel appartement, le studio de 01 TV. On a déménagé avec Jérôme. Bonjour, superbe appartement. Oui, mais toi aussi, ça a l'air pas mal chez toi. Hein. Il y a un joli cadre et tout va bien. Et c'est pas du fond virtuel, c'est du vrai. Non, c'est pas. On est confiné. On est toujours confiné un peu. Voilà. Donc toujours barbu comme Nicolas Lelouch, hein, on voit. Voilà. C'est ça. On voit la transformation physique en fait de nos journalistes, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Bon, Pierre, tu es là aussi pour nous parler parce que évidemment tu continues à publier des articles et des tests sur 01net.com, hein, qui a été plus que jamais le média d'information high-tech durant ces 2 mois de confinement. Et tu as pu tester donc chez toi le nouvel iPhone SE et on trouvait hyper intéressant d'avoir ton avis sur un téléphone qui est sans doute le moins cher d'Apple, hein. On est en dessous de 500 €, voire même un petit peu en dessous, hein. On a des promos à 470. Oui, c'est 489 €. 489 € le prix départ. On peut le trouver à 470, j'ai vu ça sur le web, donc il y a des petites ristournes. Qu'est-ce qui vaut cet iPhone SE, Pierre ? Alors, il y a 2 façons d'aborder la question. Je dirais, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent rester dans le monde iOS, qui veulent y entrer, c'est un très très bon smartphone parce qu'effectivement c'est le moins cher de la gamme, hein, il est à 489 €, là où par exemple un iPhone 11 Pro est à plus de 2000 €. Donc pour moitié moins, on va avoir la même puce, hein, on a la dernière puce en date, la 13 Bionic, avec des performances qui jusqu'à présent ne sont que très rarement, voire pas égalées dans le monde Android. Donc on a une machine très puissante. On a en revanche pas mal de côtés un petit peu négatifs ou moins enthousiasmants, on va dire, parce qu'on retrouve le design de l'iPhone 8, qui est le design de l'iPhone 7, qui est le design de l'iPhone 6S, qui est... Voilà, je ne vais pas remonter jusqu'à l'origine, mais... C'est-à-dire que le design, là, excuse-moi, je te coupe, mais le design de ce téléphone date de 2014, hein, la sortie, rappelez-vous, de l'iPhone 6. Oui, mais voilà, bon, et alors ? Moi, je suis encore plus vieux. Il y a eu quelques évolutions. Il y a un dos en verre qui est apparu avec la recharge sans fil. Néanmoins, effectivement, dans les grandes lignes, on retrouve en façade tout au moins la grosse bordure sur le côté, la grosse partie haute, la grosse partie basse pour loger Touch ID. Donc, s'il n'y a pas Face ID, on se log avec son empreinte digitale. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on a un design vieillot, très vieillot, avec un écran de 4,7 pouces. Alors on va se dire, chouette, un écran de 4,7 pouces, c'est-à-dire qu'on a un format compact. On peut aussi se dire qu'on pourrait avoir un smartphone plus compact si on avait un écran bord à bord de 4,7 pouces. Ça après, c'est une question d'appréciation et de tolérance. C'est vrai que ceux qui aiment Touch ID, et il y en a beaucoup, seront ravis de retrouver cette solution qui est rapide, qui est éprouvée, qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est effectivement du point de vue du design, on reste un peu sur sa fin, on va dire. Ouais. Oui, après on comprend un peu la stratégie d'Apple, hein, qui est de ne pas aller cannibaliser ses autres produits dans la gamme. Au niveau des performances techniques, alors ça donne quoi ? Parce que la promesse, c'est que c'est quand même une bête de course.
En fait, il a 1 giga de RAM de moins que les iPhone 11 Pro. Néanmoins, vu qu'il a un écran plus petit, en fait, il tient des performances qui sont quasi identiques, parfois légèrement supérieures, parfois inférieures. En tout cas, au quotidien, à l'usage, c'est hyper fluide, c'est très rapide, les jeux se lancent bien, les applications un petit peu gourmandes ne posent aucun problème. Donc, c'est vraiment de ce point de vue-là, c'est une expérience premium à moitié prix, grosso modo. On a l'expérience iOS, c'est-à-dire qu'on a le système d'exploitation mobile d'Apple dans tout ce qu'il y a de positif. On a l'accès à l'App Store, on a l'accès à iCloud, on a l'accès à tous les services d'Apple. Donc, pour ceux qui recherchent ça, c'est un univers très intégré, très contrôlé. On a tout ça. À partir de 489 €. Alors j'aurais tendance à dire à partir de 539 €, parce qu'à 489 €, on n'a que 64 gigas de stockage, c'est un peu ce qui est quand même très court. Ouais. Voilà, c'est quand même très court. Donc, si les gens peuvent se le permettre, évidemment, je conseillerais plutôt le modèle 128 gigas. Ouais. Un mot sur l'autonomie. C'est quelque chose d'important sur aujourd'hui un smartphone. Ouais. Quand on regarde les spécifications de cet iPhone SE, on se rend compte qu'il a une batterie rikiki par rapport aujourd'hui à ce qui se fait sur le marché et sur la concurrence, non ? Oui, alors du point de vue de l'autonomie par rapport aux iPhones, il fait mieux que le SE, il fait mieux que l'iPhone 8, dont il reprend à peu près l'architecture. Il a des autonomies qui sont, on va dire, honnêtes. C'est quand même c'est pas dramatique. On est à 12h27 en autonomie polyvalente, c'est-à-dire qu'il simule plein d'usages du quotidien. Donc l'autonomie n'est pas mauvaise, mais on est loin des autonomies records que nous ont offert les 11 et 11 Pro en septembre dernier. Et par rapport à la concurrence, dans les mêmes gammes de prix, effectivement, par rapport à un Xiaomi Mi 9T Pro, par exemple, on est moins bien, on est moins bon. On est moins bon que la concurrence sous Android pour une même gamme de prix parce qu'on a un format plus court, on a une petite batterie. Alors l'A13 est très optimisé pour la consommation d'énergie, mais il ne peut pas faire de miracle quand il a une petite batterie. Donc c'est un iPhone qui va vous permettre de tenir toute la journée si vous ne faites pas de folie sans recharger. Si vous commencez à avoir un usage un peu intensif, il faudra recharger. Grosso modo, c'est un téléphone de l'ère avant les iPhone 11 qui maintenant offre une très bonne autonomie. On se retrouve avec une autonomie d'avant, c'est-à-dire où il faut faire un petit peu attention parfois. Pierre, en 10 secondes, l'appareil photo qu'on n'a pas évoqué, mais vraiment en 10 secondes, s'il te plaît. Alors là, l'appareil photo, là une fois encore par rapport à Android, on a un seul module à l'arrière, donc pas de folie. Néanmoins, grâce à l'Apple A13, on a droit à un mode portrait, par exemple. Donc, on a tous les bons points d'Apple, c'est-à-dire un très bon équilibrage des couleurs, une belle exposition des photos, mais on manque un petit peu de détails et de lissé, notamment quand la luminosité descend. Et puis, le mode portrait, franchement, fonctionne pas mal. Il ne fonctionne pas sur les objets, mais sur les personnes, il fonctionne pas mal. Donc, c'est un bon compromis en termes de prix et de performance. Très bien. Merci Pierre Fontaine. Merci beaucoup Pierre Fontaine pour ce test de l'iPhone SE. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'iPhone du compromis, c'est exactement ça. Oui, mais bon, par exemple, il est étanche aussi. Et puis, il a c'est la fonction de recharge par induction, tu sais, qui est plutôt... Et le Touch ID, c'est bien. Merci Pierre. On enchaîne tout de suite. On va parler, après des iPhones, du PC. Et c'est avec Aymeric Siméon qu'on retrouve tout de suite. Aymeric Siméon de la rédaction de 01net qui normalement est avec nous en visio également. Aymeric, es-tu là? Alors il arrive. Aymeric, il arrive. On va peut-être en profiter pour refaire un petit coup sur la question 01 et d'Orange, Jérôme, puisqu'on vous questionne justement sur les iPhones. Alors on confronte l'iPhone 12 et l'iPhone SE, c'est pas... Enfin, c'est de la triche. C'est un peu de la triche, on va dire. Mais c'est vrai qu'on trouvait intéressant de voir quels étaient ceux qui préféraient en fait l'iPhone SE parce qu'il est plus petit, parce qu'il est moins cher, parce qu'il a le Touch ID, à l'iPhone 12 qui sera la bête de course d'Apple qui sortira dans quelques mois. Et on voit qu'on a, 84% pour l'iPhone 12 et sans surprise, un peu dans les 15% à peu près pour l'iPhone SE, ce qui est tout à fait normal. Mais ce score peut évoluer, n'hésitez pas. C'est notre question 01 et d'Orange que vous pouvez retrouver sur le Twitter de 01 TV, bien sûr. Et Aymeric Siméon est là, Jérôme. Bonjour Aymeric Siméon. Bonjour Aymeric. Bonjour à vous. Bienvenue, monsieur Aymeric. Merci, bienvenue. C'est bienvenue. Moi, je vous accueille chez moi, vous m'accueillez
maquiller le Exactement. studio, vous. Mais voilà, écoute, Ah tu ouais. vois, nous on a repris le chemin de l'école, on va dire. On est de retour dans notre studio. Et alors, Aymeric, on va évoquer avec toi l'actualité du PC. Tout est parti en fait de l'arrivée d'un nouveau PC Tout que est parti tu nous de l'arrivée, montres. en fait. Voilà. Tout est parti de la sortie d'un nouveau PC. C'est le nouveau Dell XPS 13 que tu es en train de nous montrer. Pardon, C'est Mike. ça. Et qui est un petit peu, alors c'est quoi le XPS? C'est dans la famille PC, on va dire, c'est une sorte de référence aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Dans la famille Dell, dans la famille de Dell, mais effectivement plus généralement dans la famille de l'ultra portabilité sous Windows, les XPS sont quand même le fer de lance de l'ultra mobilité aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que Dell a été parmi l'un des premiers constructeurs à arriver à faire rentrer une dalle de 13 pouces dans un PC portable qui en fait 12 aurait pouces. plus ou moins les dimensions d'un 12 pouces. Ouais. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on se retrouve avec une belle surface d'affichage qui est très immersive, avec un châssis plus petit. Et puis, bon, le XPS 13 essaie aussi d'apporter de la puissance. Il y a toujours les derniers processeurs, une autonomie aussi Tout à fait. importante, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors voilà, c'est au travers des années, c'est vrai que la famille XPS et notamment le XPS 13 a su se forger, on va dire, une belle réputation, à la fois sur les finitions, parce qu'il y a toujours eu de l'aluminium, du magnésium, de la fibre de carbone, une super bonne autonomie, parce qu'effectivement, les années passant et puis les progrès aidant, on est arrivé à atteindre parfois plus de 10 heures, 12 heures d'autonomie sur certains modèles. Et puis, effectivement, il y a cette espèce de souci de Dell de toujours accueillir les derniers processeurs Intel dans ces machines. Il y a un peu moins d'inertie chez Dell que chez d'autres constructeurs pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que eux n'ont pas forcément à répondre à des logiques marché. Eux, ils ont leurs entrepôts, leurs usines. Dès que les puces sont là, pouf pouf, on fabrique, pouf pouf, on peut mettre en vente. Il n'y a pas tout ce process qu'on peut avoir chez d'autres qui sont obligés de passer finalement par des canaux plus classiques de revendeurs. Voilà. Alors, deux petites questions en une, Aymeric. Le prix, Ouais. quel est-il, s'il te plaît? Et puis, finalement, ton avis, est-ce que ce XPS est à la hauteur de ce qu'on attend de cette gamme? Et peut-être le comparer rapidement aussi avec d'autres modèles équivalents? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, ce PC, cet XPS 13, cette version du XPS 13, on va en avoir plusieurs variétés sur le site de Dell. Ça, c'est un grand classique de la marque. On va en avoir pour pas tous les budgets, on s'entend. Nous, la version qu'on a eue, elle coûtait aux alentours de 1 600 €. Donc, c'est celle que j'ai là, en main. Donc, on peut le voir, elle est très très fine, pardon. Je vais vous l'ouvrir juste pour vous faire l'effet waouh waouh. Hop là. Waouh. Voilà. Il ressemble à ça. Et en plus, il s'allume automatiquement quand on l'ouvre. Donc ça, c'est bon. Ça, on peut le débrayer, ça. Mais voilà, vous voyez la dalle, les bords sont super fins. La dalle est d'excellente qualité sur cette génération de machines. À l'intérieur, on a les derniers processeurs Intel. Comme On a du dit. tactile ou pas, Aymeric? Alors, on peut avoir du tactile, mais que sur le 4K, pas sur la Full HD. Et D'accord. ça, merci Dell, quoi, hein, parce que. Oui, parce que ça veut dire que l'autonomie doit baisser copieusement. Tout à fait. Et puis, voilà. Et puis, en fait, sur cette génération-là, on est passé d'un 16 neuvième à un 16 dixième. Il y a un peu plus de pixels sur la dalle, puisqu'on est arrivé à rogner les bords. Donc, la version que nous on a eue, elle coûte 1 600 €. Franchement, c'est pas volé, hein. Le seul petit reproche qu'on pourra lui faire, c'est qu'on l'a trouvé un peu moins endurant que la précédente version. Bizarrement. D'accord. C'est-à-dire alors, on n'a pas perdu des monceaux et des monceaux d'heures, hein, mais on en a perdu un petit peu quand même. Nous, on met ça sur le compte du très bon écran. On est à quelle autonomie, là? On est aux environs, on est entre 8 et 10 heures, suivant ce qu'on en fait, alors que l'autre était entre 10 et 12 heures. D'accord. Ok. Grosso modo, hein, voilà. À chaque fois, bien sûr, c'est des tests au pire, hein, que nous on fait, donc c'est-à-dire en utilisation intensive. Donc voilà, parmi Aymeric les... Oui. Non, alors juste Dis-moi. une dernière petite question, s'il te plaît. Ouais. On voit que c'est un segment qui est quand même assez encombré, hein. Il y a Dell qui est là-dessus. Tout à fait. Il y a Huawei aussi qui est un nouvel entrant dans le monde du PC. Est-ce que ça reste vraiment l'un des meilleurs choix, ce Dell, ou est-ce qu'il a de la concurrence et du fil à retordre avec ses concurrents, justement? Alors, écoute, aujourd'hui, si on voulait regarder un petit peu ce qui se fait, on va dire dans les grands classiques,
Si on voulait le comparer à un MacBook Air d'Apple 2020, pour l'instant, moi, je serais d'avis, et pourtant, pas de paroisse, hein, mais le Dell reste devant, de mon point de vue. Après, effectivement, comme tu le disais, on a Huawei qui est rentré dans la danse avec son MacBook X Pro 2020. Lui propose un écran un peu plus grand et puis une config un peu plus costaud, et puis une autre technologie d'écran, mais c'est vrai que c'est un bon challenger et Dell devrait se méfier parce que Huawei fait des progrès de géant en matière d'ultra-mobilité. Et puis, il y en a un autre aussi qu'il ne faut pas trop perdre de vue, hein, c'est Microsoft qui, bon, pour l'instant, il y a le Surface Laptop 3, mais on n'est pas à l'abri qu'un Surface Laptop 4 arrive cette année et puisse tout à fait aussi venir un peu rebattre les cartes, parce qu'on sait que Microsoft, avec son dernier ultra portable, a fait aussi de très très gros progrès et que ça devient aussi un concurrent sérieux. Alors après, il y a toujours les antédiluviens, HP, Acer, etc., qui eux continuent aussi à développer des choses. Mais c'est vrai que sur le segment de l'ultra-mobilité aujourd'hui, si on devait en retenir 3 qui sont vraiment à surveiller de près, c'est Dell, parce que eux ils continuent toujours à placer la barre très haut. Huawei qui est un super bon challenger, il ne faut pas le négliger, aussi bien en termes de positionnement prix qu'en termes de choix de composants et de matériaux pour fabriquer des PC. Et puis Microsoft, parce que Microsoft, mine de rien, malgré des départs difficiles, a su aujourd'hui proposer d'excellentes machines et se perfectionne de plus en plus, génération après génération. J'ajouterais peut-être le HP Dragonfly aussi qui est oui, mais alors le HP machine, Dragonfly, cher ami, je ne l'ai pas mentionné pour la seule bonne raison, c'est que c'est un hybride. Ah oui. Et que il rentre pas dans cette catégorie. On n'est pas tout à fait dans la même famille, et puis qu'aujourd'hui sa configuration n'est vraiment pas celle des PC qu'on a actuellement dans le grand public. Il a quand même 2 plateformes de retard par rapport à ses concurrents directs. Mais on n'est pas à l'abri qu'HP le mette à jour. Et si HP le met à jour et parvient à conserver l'excellente autonomie de cet appareil... Là, il rentrera dans la compétition. Ouais, là, il y aura gros carton. Là. Merci, Émeric. Merci beaucoup. Merci je vous en prie, quand vous voulez. Quand tu veux, et on espère te retrouver très vite ici même sur ce plateau. À très bientôt. Écoute, dès qu'on sera plus obligés de tous avoir des masques et de marcher à 45 mètres les uns des autres, je reviens. Pas de problème. Bon, ça viendra un jour ou l'autre, on ne sait pas quand. C'est ça. Merci, Émeric. Et le test de ce produit à retrouver évidemment sur 01net.com. François, que dirais-tu que nous accueillons maintenant notre Jordan Cossino national? Alors, je lance le FaceTime de Jordan Cossino Oui, pendant le jingle. appelle Jordan, voir s'il est là. Allez, c'est parti. J'espère qu'il est fidèle au poste pour sa chronique sur les insolites du web. On y va. Voilà, et pendant que nous nous connectons avec Jordan, je vous rappelle que ce 01 Hebdo, vous pouvez bien sûr le retrouver sur 01net.com, sur 01 TV, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis sur les box, peut-être justement pendant cette longue période de confinement où on sait que l'explosion de l'audience sur la télé a été une réalité. Peut-être avez-vous découvert sur votre box la chaîne 01 TV. Eh bien voilà, ce 01 Hebdo est diffusé aussi bien évidemment en rediffusion tout au long de la semaine sur 01 TV, à la fois sur les box SFR, sur les box Free et sur les box Orange. Jordan Cossino est avec nous. Bonjour Jordan. Oui, bonjour. Vous me dérangez un petit peu, mais... Mais t'es où? Mais où es-tu? Je vous laisse deviner, il y a un indice. Non. Non, c'est pas vrai. Non, mais je rigole. Non, Jordan, tu n'es pas... la chasse, mais je rigole. Non. Vous allez bien? Tu n'es pas quand même aux toilettes, c'est pas possible, t'as pas osé faire ça. Fait. Non, j'ai fait exprès, je rigole. D'accord. Vous allez bien? C'était pas mal. Ouais, ça va bien, ça fait plaisir de te retrouver, Jordan. Et puis surtout dans ton intimité, surtout. Ça, c'est agréable. Écoutez, vous êtes au cœur de ma vie. Vous oui. ne pouvez pas être plus au cœur de sa vie. Et c'est un vrai poème. Mais toi, tu es dans nos cœurs et on a besoin de toi chaque semaine pour faire un tour du côté des choses les plus insolites sur le web. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine? Écoute, je vous ai trouvé des petits trucs, même depuis chez moi. Je vous ai trouvé, le premier produit, c'est une cafetière Brita +++. Ça s'appelle Aquatrou Connect. Le nom déjà fait rêver. Ah oui. Cette cafetière, elle est un peu spéciale. Surtout de la pièce d'où tu venais, c'est pas mal. Aquatrou Connect. Ok. Si je puis me permettre. C'est sans transition.
Sans transition. Je ne suis pas là, moi. Donc, tu devais avoir des images. Donc, c'est une espèce de grosse cafetière. Il n'y a pas un carafe, pardon, pas cafetière. Oui, une grosse carafe. plutôt carafe, les Britains. Ouais. Oui, une grosse carafe, un peu spéciale parce que c'est une carafe connectée déjà. Bon, sur le papier, c'est grosso modo ce qu'on connaît des carafes. Hein. Il y a 3 filtres. Là, en l'occurrence, il y a 3 filtres différents, donc c'est assez costaud. On le voit physiquement, ça prend de la place. Vous avez donc chaque filtre va avoir une fonction particulière. Le premier va enlever le sable, la poussière. Le deuxième, ils disent que ça peut enlever l'arsenic, ce qui est relativement rassurant quand même. Ça enlève les virus aussi ou pas? Écoute, ils n'ont pas parlé de coronavirus, mais ils parlent de fuel, de pesticides et d'arsenic. Bon, ça va, on est sauvés. Oui, c'est-à-dire qu'avoir de l'arsenic dans son eau, je ne sais pas qui. Mais moi non. Après, ou alors t'apprécies, mais qu'une seule fois, quoi. Après, c'est mort. Hein. Oui, c'est un one-shot. C'est un one-shot. Donc, et là où ça va être intéressant, c'est qu'elle a un petit écran, donc il faut la brancher. Et tu as une appli. Et cette appli va te dire quand changer ton filtre, combien d'eau tu as dans ta carafe. Tu peux détacher le bloc réservoir principal pour la mettre, le réservoir pour la mettre au frigo, etc. Je trouvais ça assez rigolo. Surtout que c'est une immense machine, quoi. Faut avoir une grosse cuisine pour avoir ça. Je pense que vous avez vu les images. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo. C'est un produit qui a été bien financé puisqu'il a récolté plus de 200 000 € et qui arriverait en août 2020 chez nous au doux prix de 320 € pour l'instant et 500 € plus tard. Ouais. Bon, pour Jérôme qui boit du vin et beaucoup d'alcool pendant le confinement, t'as rien trouvé? Alors, tu vas rire, mais ce truc-là, cette maxi carafe, ça filtre le vin. Elle peut, non, notamment, elle filtre le Coca, le Red Bull, le vin, je sais pas, mais en tout cas le Coca et le Red Bull. Non. Je te promets qu'il te montre dans la vidéo à un moment. Si tu mets du Coca, ça le transforme en eau. Tiens. Bon. Ça alors. Bon, je suis pas convaincu, mais bon, allez. Après, je pense que ça va être compliqué d'enlever le sucre. Ouais. Ouais. Non, mais est-ce que ça vaut le coup de faire du connecté là-dessus, etc. Mais je ne vais pas ouvrir le débat. Le sujet suivant, Jordan. Sujet suivant, c'est un petit robot qui s'appelle Misa. Misa qui a récolté 65 000 € quand même. Misa, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce d'iPad sur roulette pour tes enfants, pour vos enfants. Une espèce, tu veux dire? Comment? T'as dit quoi? Oui, c'est une espèce de robot, tu veux dire? Oui, ça va pas changer, je suis désolé. Voilà. Ce mot, je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je vais dire, ça sera une espèce, oui, en effet. Une espèce de robot avec des petites roulettes, enfin, une espèce d'iPad sur roulette. En gros, tu vas pouvoir t'en servir via ton téléphone pour la déplacer, on va dire, parce que je pense que c'est une fille, Misa, la déplacer un peu partout dans ta maison pour t'en servir de caméra de surveillance ou quoi. Mais tu peux, depuis ton téléphone, lancer un appel vidéo, donc tes enfants te répondent, ou enfin même pas tes enfants, quelqu'un d'autre d'ailleurs. Tu as des cours aussi, tu as des cours de code, tu as des cours d'anglais, tu as des cours de sciences, donc tu peux un peu t'amuser avec, tu as des vidéos, tu as des jeux, tu as pas mal de choses dessus. J'avais essayé de chercher la qualité de la caméra avant, il y a juste écrit HD caméra, donc c'est assez flou. Ça tourne, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, ça tourne sous Android 9 alors que le produit n'est pas encore sorti, donc il est censé être un peu récent. Ça tourne sur Android 9. Voilà. En même temps, c'est un robot, c'est pas un smartphone. Ouais, mais bon, tu te dis le truc, quitte à le sortir, autant le sortir au top du top, tu vois. Donc bon, voilà. En veille, la batterie dure à peu près 48 heures et en usage intensif, ça dure 8 heures, donc ça fait une bonne journée. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. C'est un truc qui est un peu original parce qu'en plus, si t'as des capteurs un peu partout, donc il peut pas tomber dans tes escaliers, il peut détecter les gens quand ils sont là autour ou quoi. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo. Très bien. Et alors, on en est où là? C'est sur un site de financement participatif? Ouais, c'est ça, ça a été financé 65 000 €, ils voulaient 20 000 € au début, donc c'est bon, ça arrive en août au prix de 323 €. Voilà, pareil. D'accord. C'est assez cher. Je vous montre rarement des produits pas chers, je suis désolé. Ouais, ça, écoute, on connaît tes goûts de luxe. On a un filtreur à eau, on a un robot. Qu'est-ce que tu as comme troisième produit? Écoute, je pense un peu à Vonuc. Parce que je savais pas que c'était un vrai problème, mais visiblement ça l'est. Le prochain produit s'appelle Nex, Nexx. C'est un produit qui est parti d'un constat de dire qu'on passe beaucoup de temps sur le smartphone et en fait on penche la tête et que visiblement pour nos cervicales ce n'est pas bon du tout. Bon, soit. Et comme partout dans la tech, quand il y a un problème, il y a une solution tech. Et ben voilà, là c'est Nex. En gros, Nex, c'est une espèce Bien. de masseur
Donc tu vas t'installer en fait, et c'est un petit masseur de cou. Tu t'allonges et ça va te masser au niveau des cervicales. Ils te disent que pour les hernies des cervicales, c'est très bon. Tu as la possibilité d'avoir un massage chauffant, d'avoir de l'électromassage. Tu as la possibilité d'avoir plein de choses qui améliorent la circulation sanguine, etc. Très honnêtement, j'y crois moyen. Mais je trouve ça rigolo comme produit de dire que parce que voilà, on est trop sur le smartphone, on baisse trop la tête, et ben voilà, on va créer un produit à 300 € quand même pour nous soigner. Voilà, ça arrive en juillet, donc très prochainement, juillet 2020. Mais voilà, parce que je sais que vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone et vos tablettes, et moi je suis là, je pense à tout. C'est voilà, Non, mais c'est tellement, très gentil, c'est Jordan. tellement mignon de prendre soin de nos nuques. Ouais. Tiens, moi, c'est plutôt si tu peux me trouver un truc, tu sais, pour l'effet, la douleur du coude à cause de la souris. Parce que là, j'ai un gros problème depuis des semaines. Ah ouais. Si tu pouvais me trouver une solution, ça m'arrangerait. Mais tu as des souris adaptées normalement. Tu as la Oui. possibilité pour les tendinites, pour éviter les tendinites. Contre les il y a des personnes tendinites. qui l'ont d'ailleurs en euros à 0,1. Et tu as la possibilité, c'est des souris avec des, sans mauvais jeu de mots, avec des boules sur les côtés. Et tu tritures la boule pour défiler sur la page. Bon, j'essaie de me trouver une souris où on triture la boule. Alors, merci beaucoup. Ouais, mais alors, Jérôme, toi qui es un fan de technologie, pourquoi tu t'es pas greffé un bras bionique, par exemple? Ça pourrait être Directement, pas mal, ça, Ça non? pourrait être une solution, Non, en ouais, effet. ça pourrait être très simple comme situation. Exactement. Merci Jordan. Merci à vous. Et à très bientôt, Jordan Avec Cossino. plaisir. À très bientôt. Jordan Cossino, vous le savez, pour ses insolites du web, comme chaque jeudi dans 01 Hebdo. Ben voilà, nous sommes arrivés au bout, François. C'est la fin de ce 01 Hebdo 267 en semi-studio. Oui, vous l'avez vu. écoutez, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver en tout cas dans cette configuration-là. La reprise donc de 01 TV, petit à petit, toutes les émissions que vous avez l'habitude de retrouver vont revenir. On est très heureux de vous retrouver dans cette configuration. On sera là, bien sûr, jeudi prochain, Jérôme. Ouais, on fait un tour sur la question 01 Hebdo Orange. Allez, Vite la fait, bien question sur fait. Twitter où on parle d'iPhone. Êtes-vous plutôt iPhone SE ou iPhone 12 ? Eh bien, c'est toujours l'iPhone 12, sans grande surprise, qui arrive en 16% tête. pour l'iPhone SE et 12% et 84% pour l'iPhone 12. Vous n'hésitez pas à continuer à voter tout au long de cette semaine. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à revoir toutes les vidéos que vous n'avez pas eu le temps de regarder sur 01 TV. Suivez-nous également sur les box, tu l'as dit François tout à l'heure. Et on se retrouvera jeudi prochain. À très bientôt et merci de nous suivre encore une fois.